Monsieur le Président, quand et comment est-ce que vous avez rencontré l'idéologie que vous avez adoptée par la suite pour la première fois? Je parlerai plutôt de la prise de conscience qui est née en moi. Comme vous savez, je suis d'une famille très modeste et j'ai vu mes parents souffrir, j'ai vu aussi sous la colonisation tout ce qui a été fait au mien, simplement parce que nous étions nous les Noirs et puis les autres étaient eux les colonisateurs blancs. Mais j'ai vu également comment des Noirs trahissaient des Noirs pour être bien vus par les Blancs. J'ai vu par la suite, nous étions tout petits, au moment où l'on parlait des indépendances, comment l'indépendance était arrivée chez nous un peu comme un grand malheur, alors qu'on nous avait fait croire que l'indépendance était la source du grand bonheur. Ces événements vécus dans ma famille, vécus dans mon petit milieu des enfants, à l'école, etc., m'ont révolté, m'ont fait sentir l'injustice et par conséquent j'ai été amené très vite à discuter de ces questions avec des aînés et de plus en plus j'ai pu comprendre qu'il y avait des principes qui régissent la société, des principes qui créent l'injustice et des principes qui peuvent combattre cette injustice-là. Mais vous n'avez pas inventé la révolution. De quelle source est-ce que vous avez puisé? Non, je ne l'ai pas inventé. Il faut dire simplement que s'il est vrai qu'il existe la révolution existe ailleurs dans le monde, pas seulement au Burkina, il faut retenir qu'on n'a pas besoin de puiser dans une source. On a besoin simplement de regarder les réalités de chaque jour. Vous savez, là où il y a l'injustice, il y a forcément une révolte, une lutte. Et là où on organise la lutte, il y a forcément victoire. Et cela aussi, c'est la révolution. Donc, ce sont les conditions locales du Burkina qui ont favorisé, qui ont créé, qui ont provoqué la révolution. Quand est-ce que vous avez décidé de prendre les choses en main au Burkina, en Haute-Volta? Non, à vrai dire, je n'ai jamais décidé, moi, de me présenter comme un dirigeant à quelque niveau que ce soit. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans la clandestinité, puis plus tard, au grand jour, quand les événements m'ont imposé cela, mais je n'ai pas choisi moi-même une position particulière que je devrais adopter. Bien au contraire, plusieurs fois l'occasion s'est offerte à moi, mais plusieurs fois j'ai refusé, et que ce soit sous le CSP, bien avant, et même avant le CSP, mais j'avais toujours refusé ces fonctions, parce que j'estime que c'est le peuple qui fait, ça marche, ce n'est pas un individu à tel ou tel poste. Et je pensais qu'au poste là où j'étais, au niveau où j'étais, je pouvais contribuer valablement et je n'avais pas besoin pour cela d'être à un autre niveau. C'est-à-dire que je pouvais contribuer par le travail politique qui permettait à d'autres de comprendre ce que moi j'estimais avoir déjà compris. Je pouvais travailler moi aussi à comprendre davantage là où mon niveau n'était pas suffisamment élevé. Je pouvais diffuser les idées, je pouvais contribuer à faire vivre cet idéal de justice et de droit de notre peuple. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas les événements ont fait que j'ai dû occuper des fonctions jusqu'à être président. Donc vous n'avez pas senti une vocation de devenir homme politique? Non, non, non. Combattant politique, oui, mais responsable à quelque niveau que ce soit, non, je ne me suis jamais identifié à cela. Et même aujourd'hui, je suis prêt à occuper n'importe quelle fonction, pourvu que je puisse rester dans le combat révolutionnaire. Ça ne me gênerait pas du tout, aujourd'hui encore. Comment est alors la révolution à la Burkinabé? Eh bien, la révolution au Burkinabé, elle s'identifie à nos conditions particulières, c'est-à-dire un pays très agricole, très arriéré,
et avec beaucoup d'analphabètes, avec les couches et les classes sociales qui ne sont pas toujours bien perçues, pas très clairement perçues, pas suffisamment organisées pour développer la conscience de classe et développer la lutte des classes, donc faisant une part très importante à la petite bourgeoisie intellectuelle qui, elle, a l'avantage d'avoir appris plutôt, donc de pouvoir décrire, ne serait-ce qu'approximativement, la société burkinabé. Et par conséquent, la petite bourgeoisie jouant un rôle très important. Et aussi, petite bourgeoisie qui demeure le vecteur de l'impérialisme chez nous, du fait de l'acculturation que nous perpétuons. Alors, la révolution chez nous, elle est différente de ce qui se passe ailleurs parce que nos conditions sont trop particulières par rapport à d'autres pays que l'on pourrait prendre comme modèle, comme exemple. Mais bien sûr, nos principes, nos idéaux sont les mêmes que les principes universels de la révolution. Pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas socialisme? Parce que le socialisme est une phase du combat, de la lutte. Nous ne sommes pas parvenus encore à cette phase-là. Nous n'allons pas, bien que il soit autorisé à n'importe qui de prendre les titres qu'il veut, nous nous interdisons de prendre des titres, des étiquettes, des appellations qui ne correspondent pas à un niveau réel de notre combativité. Quel pays est-ce que vous considérez comme pays ami? Nous avons beaucoup de pays amis, en Afrique et hors d'Afrique. Et autant nous avons des ennemis, parce que la révolution lutte contre les intérêts établis des capitalistes, des bourgeois, des réactionnaires, autant nous avons beaucoup d'amis. Mais en Allemagne, par exemple, nous avons beaucoup d'amis. Je reçois des lettres d'Allemands qui m'écrivent, qui me demandent des nouvelles de notre pays. Voilà, nous les considérons comme des amis, ceux-là. Comment est-ce que vous montrez votre solidarité avec les autres peuples? Bon, notre solidarité avec les autres peuples, c'est d'abord tout faire pour que notre propre peuple, le peuple burkinabé, les connaisse. On ne peut respecter que ce que l'on connaît. Ça, c'est un premier effort. Et depuis le 4 août 1983, on parle beaucoup des autres ici, dans notre pays. C'est un pays qui est enclavé, mais nous faisons tout pour l'ouverture vers les autres. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous éduquons notre peuple pour qu'il ne confonde pas des dirigeants pro-impérialistes, des régimes capitalistes, des régimes réactionnaires avec un peuple. Ce n'est pas parce que dans tel pays, il y a tel capitaliste, il y a tel dirigeant réactionnaire, que le peuple doit être considéré comme un peuple dynamique dans un système de club. Troisièmement, nous déplaçons, nous allons vers ces autres peuples-là dans le cadre des échanges, dans le cadre des coopérations, des avantages mutuels que nous pourrons tirer de nos relations. Et nous essayons donc de montrer aux autres peuples que la misère du peuple du Burkina Faso est une misère qui rencontre également, qui procède des mêmes causes que la même misère ou les mêmes souffrances que les autres peuples peuvent connaître. Bien sûr, les souffrances ne sont pas de même nature. Dans votre pays, en Allemagne, les soucis de votre peuple ne sont pas exactement les mêmes soucis que chez nous. Mais la domination qu'il y a sur votre peuple est la même domination qu'il y a chez nous. En tout cas, elle procède de la même force, la force des puissances réactionnaires que nous devons tous ensemble balayer, que ce soit en Allemagne, au Burkina ou ailleurs. Et cela, il faut que nous arrivions à établir le lien, l'unité de pensée et d'action ensemble. Les Allemands ne sont pas les ennemis des Burkinabés et les Burkinabés ne sont pas les ennemis des Allemands. Parlant de l'unité africaine, est-ce que vous croyez que l'OUA reste l'instrument approprié pour résoudre les problèmes de l'Afrique? Bon, cela je ne serai pas à mesure de vous répondre, mais je dois dire que je crois en l'unité africaine et je crois que l'unité africaine se fera peut-être dans un an, peut-être dans 1000 ans, je ne sais pas quand, mais cela se fera
en évoluant en fonction de ce que les peuples vont désirer. De plus en plus, les peuples africains ignorent les frontières et communiquent entre eux, ignorent ce que veulent les dirigeants. Ce qui veut dire aussi que les dirigeants, s'ils ne veulent pas être balayés par leur peuple, ils doivent s'identifier et respecter leur propre peuple et les intérêts de leur peuple. Et c'est cela qui va amener l'unité. Mais l'unité au sommet entre quelques dirigeants, ça ne suffira pas. Edem Kodjo a une fois dit « L'Afrique est absente des grands débats planétaires ». À qui la faute? La faute est à ceux qui exploitent l'Afrique. La faute est aux Africains aussi qui ne s'organisent pas pour prendre leur place. Un esclave ne mérite que ce qu'il... l'esclave mérite ses chaînes. Le jour où l'esclave veut se révolter, il se débarrasse de ses chaînes, c'est une lutte. Mais l'esclave qui ne lutte pas, l'esclave qui ne prend pas l'engagement, ne peut pas se débarrasser de ses chaînes. Et il reste esclave, quels que soient les sentiments et les discours moralistes de son maître. Et c'est pourquoi les Africains doivent s'organiser contre tous ceux qui les excluent des débats de ce monde. Et ils doivent s'imposer. Et il est possible de s'imposer. Parlons du Tchad. Pourquoi est-ce que vous donnez l'occasion à l'opposition tchadienne de se réunir ici? Parce que nous estimons simplement que la paix au Tchad passe par la vision. Il faut accepter de voir de façon réaliste ce qui est. C'est pas la peine de se cacher les yeux, c'est pas la peine de faire la politique de l'autruche, de dire qu'il n'y a pas d'opposition tchadienne alors que tout le monde sait qu'elle existe. Il y a plus de cadres tchadiens hors du Tchad qu'à l'intérieur du Tchad. Donc, quelle que soit la solution que nous allons trouver pour le Tchad, tant que les Tchadiens qui sont à l'extérieur ne seront pas organisés eux aussi pour s'entendre et respecter le pouvoir en place, c'est une illusion. Et puisque nous aimons le peuple tchadien, nous devons nous offrir et faire des sacrifices également en sa faveur. C'est pourquoi, quand nous rencontrons l'opposition tchadienne, nous leur disons, unissez-vous et trouvez une formule, une voie pour vous entendre avec les autres, pour vous mettre d'accord. Sur quelle voie, ce n'est pas à nous à indiquer. Prenez-vous parti? Nous ne voulons pas prendre parti. C'est pourquoi d'ailleurs, les choses peuvent traîner. Parce qu'il aurait été facile pour nous de dire, bon, nous avons choisi tel camp, nous sommes contre tel autre camp. Nous ne faisons pas cela parce que le problème n'est pas encore à ce stade-là. Et justement, les prises de position de ce genre peuvent nous conduire à des choix de personnes. Or, la question n'est même pas une question de choix de personnes, c'est les intérêts du peuple tchadien qui sont en jeu. Il faut que le peuple tchadien se définisse dans un mouvement de libération totale. Vous voyez, tous les mouvements tchadiens sont pris en compte. Que ce soit ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont pris en compte, soutenus par telle ou telle puissance. C'est cela qui est dommage. Il ne faut pas que nous prenions en parti. Ouaga sera aussi plateforme d'un forum contre l'apartheid. Pourquoi? Quel est votre intérêt là-dedans? Nous sommes contre l'apartheid et nous estimons que l'apartheid est l'affaire de tous les hommes, les noirs et les non-noirs. Parce que s'il est vrai que les noirs veulent se libérer de la domination des blancs racistes d'Afrique du Sud, je ne crois pas que ce soit un plaisir pour des blancs, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient hors d'Afrique, de savoir que les noirs pourraient un jour les confondre aux blancs racistes qui sont en Afrique du Sud. Donc je crois que c'est l'intérêt de tout le monde que le racisme cesse dans le monde, que l'apartheid cesse dans le monde. Mais nous constatons que le débat au niveau de gouvernants ne suffit pas. Parce que se mêle dans ce débat ce que l'on appelle les intérêts d'État. Lesquels intérêts d'État, ma foi, évoluent au gré des compromis et même des compromissions. Alors, par conséquent, nous pensons aucun peuple ne peut lutter contre l'apartheid si déjà il n'a pas acquis une conscience anti-apartheid, anti-raciste. Et cette conscience anti-apartheid, nous voulons que notre peuple l'acquiert. Et le forum a pour but de mobiliser les masses indépendamment du gouvernement. C'est vrai, notre gouvernement est pour. C'est vrai, notre révolution est pour cette lutte-là. C'est pourquoi d'ailleurs, nous ne nous opposons pas à cela. Et si nous avons un moyen pour soutenir le forum, nous le ferons. Mais le forum est avant tout
l'affaire des peuples et non l'affaire des gouvernements. Et nous souhaitons que dans le monde entier, tous les gouvernements puissent laisser libre cours au peuple, aux masses populaires pour s'organiser contre l'apartheid. Le jour où les peuples du monde seront contre l'apartheid consciemment, on n'aura pas besoin d'organiser des sommets de chefs d'État pour décider de boycott ou non économique. Ce sont les peuples eux-mêmes qui vont faire ce boycott. Et même si les dirigeants sont pour l'entente avec les dialogues avec l'Afrique du Sud, ils seront écartés. Alors, beaucoup de dirigeants ont étouffé le message anti-apartheid qui devait diffuser dans leur pays parce qu'ils veulent canaliser les esprits. Quelles sont vos relations actuelles avec la Libye? Nos relations sont excellentes parce que nous avons établi des principes clairs. Nous disons à la Libye ce que nous pensons. Nous soutenons la Libye dans ses efforts également. Mais si au départ les gens disaient que nous étions un pion de la Libye, aujourd'hui je vois les choses sont claires. Et s'il y a un pays qui parle librement, franchement, directement à la Libye, je crois que le Burkina Faso fait partie de ces pays-là. Il est bon que nous puissions considérer, aimer le peuple libyen, dialoguer avec eux, leur dire de temps en temps ce que nous avons à leur dire franchement, directement, et parce que c'est un peuple africain, parce que c'est un peuple qui est digne d'intérêt, et parce que il y a une cause juste qui se défend, qui est propagée là-bas en Libye. Maintenant, nous pouvons ne pas être d'accord avec les méthodes, comme eux ne sont pas toujours d'accord avec nos propres méthodes à nous. Mais cela constitue des contradictions mineures. Même entre Libyens, ils ne sont pas d'accord à 100%. Entre Burkinabés, ils ne sont pas d'accord à 100%. Mais Kadhafi rêve toujours de l'expansion islamique. Vous n'avez pas peur de ça? Expansion islamique, en tout cas, nous avons des relations très anciennes avec la Libye et très étroites, et nous ne subissons aucune pression islamique, islamisante de la part de Kadhafi. Les choses sont très claires. Kadhafi, depuis qu'il vient ici, n'a pas parlé d'islam. Est-ce que vous recevez de l'aide de la part de la Libye? Très peu. Mais vous savez, ce n'est pas sur la base de l'aide que nous tissons nos relations avec la Libye. Je connais beaucoup de pays qui sont considérés comme anti-libyens, mais qui ont beaucoup plus d'aide de la part de la Libye que le Burkina. Mais cela ne nous empêche pas d'être d'accord avec la Libye sur des points où vraiment nous estimons que leur prise de position est correcte et que quelqu'un dans le monde doit les soutenir. Même si nous ne recevons rien en retour, aucune prime. Qu'est-ce que vous pensez de l'armement, même atomique, des pays du tiers-monde? Je ne suis pas contre, je ne veux pas que nous parlions de l'armement comme s'il y avait un armement tolérable, acceptable, et puis un armement non acceptable. Même un gourdin, même un petit couteau est aussi dangereux et aussi condamnable que la bombe atomique. Si vous pouvez condamner la bombe atomique, vous pouvez condamner le petit pistolet, le petit fusil, la petite grenade. Pour moi, c'est pareil. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce que l'on veut obtenir comme résultat avec les armes. C'est imposer une certaine loi au peuple. Est-ce que la meilleure loi de vie des sociétés, des peuples, ce n'est pas cette loi que le peuple lui-même choisit? Alors si on laisse la liberté s'exprimer, si on laisse la démocratie s'exprimer, c'est plus fort que la bombe atomique, c'est plus fort que toutes les prisons, c'est plus fort que toutes les polices du monde. Et si on laisse les peuples communiquer entre eux, on n'a pas besoin des chars, des avions de chasse pour imposer une politique. Plus on a perdu la voix du peuple, le droit du peuple à s'exprimer, plus on est obligé d'employer la force, qu'elle soit atomique ou qu'elle soit simplement conventionnelle, comme on dit. Mais est-ce qu'il est justifiable que les pauvres dépensent ces sommes énormes pour s'armer? Il n'est justifiable pour personne de dépenser de l'argent pour s'armer. Pour personne. Ni pour les pauvres, ni pour les riches.
l'armement n'est pas un luxe et un droit des riches. C'est une bêtise des pauvres et des riches, l'armement. Alors, c'est le plus sage. Il y a un proverbe allemand qui dit « le plus sage cède ». Eh bien, c'est le plus sage qui pourra céder sur ce plan et qui pourra se montrer le plus grand également. La plus grande des puissances, c'est la puissance qui sait donner le plus de dignité, le plus de liberté, le plus de démocratie au peuple. C'est celle-là la plus grande des puissances. Combien est-ce que vous dépensez pour votre armée? Nous dépensons pour notre armée environ, cela vaut 60, facilement un peu plus de 5 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, c'est même trop. Et nous faisons tout pour changer cela. Comment? Eh bien, d'abord, nous avons des militaires, il faut payer les salaires. Puisqu'ils sont là, on ne va pas les chasser. Ce n'est pas eux qui ont créé l'armée et qui sont venus s'inscrire comme ça. Nous essayons de les mettre au travail, dans les champs, à l'école, pour alphabétiser les gens, les dispensaires. Nous essayons de reconvertir notre armée progressivement. C'est vrai que nous ne pouvons pas supprimer l'armée du jour au lendemain, parce que nous avons besoin d'assurer notre sécurité vis-à-vis des autres aussi. Mais tout en travaillant pour diminuer le poids de notre armée dans le budget, nous travaillons vis-à-vis des autres peuples, vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis des autres régimes, pour qu'eux aussi ne désirent plus garder une armée. S'il n'y a pas d'armée chez les autres, il n'y a pas de raison que nous ayons une armée. Nous allons perdre trop d'argent à mettre dans l'armée alors que ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut que nous arrivions à convaincre les autres. Mais pour les convaincre, il faut les rassurer. Pour les rassurer, il faut les contacter. C'est lent. Parce que ce qui est le plus facile chez l'homme, c'est le réflexe d'utiliser la force. Plutôt que la persuasion qui demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de sacrifices. Comment est-ce que vous jugez les négociations sur le désarmement entre les superpuissances? Oui, je pense que ça devrait être des négociations au niveau de tout le monde, parce que ça ne concerne pas seulement les superpuissances. Comment les superpuissances peuvent s'entendre si nous ne sommes pas associés? D'ailleurs, les guerres, où est-ce que ça se déroule? Ça ne se déroule jamais chez les superpuissances, ça se déroule chez les autres. Toutes les guerres du monde actuellement, c'est toujours chez les autres. Donc, c'est d'abord nous qui sommes concernés. La bombe atomique, elle ne concerne pas les superpuissances seulement. Parce que si la bombe explose, c'est nous qui allons subir les effets négatifs. Est-ce que l'homme est même capable de faire la paix? L'homme est capable de faire la paix, mais c'est une question d'évolution de la société, des conditions de vie, des conditions des rapports entre les hommes qui vont nous imposer la paix. La paix aussi, la paix vient par des lois scientifiques. Et tant que certaines conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas avoir la paix. Parce qu'on trouverait toujours des hommes pour préférer la guerre, pour essayer de s'imposer autrement. Des 50 chefs d'État africains, presque la moitié sont des militaires. La plupart d'entre eux sont venus au pouvoir par coup d'État. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oui, mais parce que le pouvoir a été concentré et représenté essentiellement par les armées dans nos pays. Et ce qui fait que, en cas de crise, c'est l'armée qui est perçue comme le pouvoir pouvant créer une stabilité, une certaine sauvegarder, une certaine rigueur. Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, les armées ont généralement servi les pouvoirs réactionnaires. Ça a été un remplacement des hommes, mais pour servir la réaction. Par contre, nous estimons que de plus en plus, en faisant participer le peuple et en faisant en sorte que ce soit le peuple lui-même qui assure sa défense, il peut y avoir des changements de régime, mais ce seront toujours les éléments du peuple, ce sera toujours le peuple lui-même. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est pourquoi chez nous, on peut dire qu'il y a de moins en moins de militaires,
ou que tout le monde est devenu de plus en plus militaire, tout le monde est militaire, donc il n'y a plus la différence entre le militaire et les civils. En tout cas, cette frontière est en train de s'effacer petit à petit. Retournons au début de la Révolution. Comment était la réaction des partenaires traditionnels de la Haute-Volta? Leur réaction était très 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 négative. Vous voulez parler des étrangers? Oui. Leur réaction était très négative. Ils n'acceptent pas la révolution puisque eux vivaient ils exploitaient notre pays grâce aux relations qu'ils avaient avec certains dirigeants, avec les valets, leurs valets ici, qui recevaient les instructions, qui les appliquaient, qui créaient les conditions pour que les maîtres qui sont à l'étranger puissent faire fructifier les affaires ici au Burkina. Nous avons rencontré leur hostilité. Eh bien, nous sommes organisés pour montrer d'abord que nous ne venons pas contre eux. Notre révolution n'est pas dirigée contre qui que ce soit. Notre révolution est dirigée pour la libération de notre peuple. Et ceux qui se mettent en travers de la libération de notre peuple, ce sont ceux-là que nous allons combattre. Bon, certains nous ont compris, d'autres pas. Dans l'ensemble, plus nous avons eu le soutien du peuple, plus nous avons pu nous imposer. C'est comme ça. Et comment la coopération s'est développée par la suite? Par modus vivendi. C'est-à-dire que, bon, est-ce qu'ils nous aiment, est-ce que nous ne les aimons pas? Ça, ce n'est pas une question importante. L'essentiel, est-ce qu'ils nous respectent? Est-ce que nous les respectons? C'est ça qui est important. Et je peux dire que oui, chacun a sa place maintenant. Mais vous êtes toujours beaucoup lié à la France économiquement. Est-ce que cela vous gêne? Nous sommes liés à la France, mais parce qu'il y a des circuits traditionnels que nous exploitons. Mais abandonner la France pour un autre pays, ça n'a pas d'importance pour nous. Ce qui est important, c'est qu'il s'agisse de la France ou de quelque autre pays que ce soit, que nous puissions garantir nos intérêts à nous, sans chercher à exploiter les autres, à tromper les autres. C'est ça qui nous importe. C'est-à-dire que si un autre pays aujourd'hui nous offre des conditions qui sont intéressantes, nous les acceptons parfaitement. Nous ne sommes pas... nous avons cessé d'être un monopole de la France. Nous sommes avec la France parce que nous n'avons pas encore trouvé d'autres propositions, c'est tout. Comment se présente la relation avec le gouvernement allemand? Nous avons des relations quelque peu difficiles. L'Allemagne traite avec l'Afrique du Sud. Cela est une chose qui nous choque beaucoup. Nous pensons quand même que le peuple allemand est un peuple qui aime la liberté, qui a connu l'époque nazie et qui doit donner au monde entier l'exemple d'un peuple qui sait combattre le nazisme, qui sait dénoncer le nazisme. Et par conséquent, traiter avec l'Afrique du Sud, nous, ça nous choque. Surtout que nous avons mis beaucoup d'espoir à la coopération avec l'Allemagne. Et nous pensons que la coopération avec l'Allemagne ne se développe pas suffisamment. Non, ce n'est pas assez, c'est très faible, c'est trop faible. Et cela, il y a un effort à faire de part et d'autre. Mais vous avez parlé dans l'OUA, il est vrai, réclame des sanctions économiques contre le régime de Pretoria, mais il y a quand même aussi pas mal de pays africains qui continuent à coopérer avec l'Afrique du Sud. Certainement, mais c'est toute une opération liée. Ceux qui coopèrent avec l'Afrique du Sud sont liés aux Européens qui coopèrent avec l'Afrique du Sud. C'est la même famille. Bon, est-ce que vous souhaitez d'intensifier les relations avec l'Allemagne? De renforcer les relations? Oui, absolument. Nous souhaitons que nos relations avec l'Allemagne se renforcent parce qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire. Et ce qui est fait est très peu. Nous ne comprenons pas comment un pays comme l'Allemagne, développé, peut être aussi indifférent devant la situation du Burkina, devant nos efforts. Si l'Allemagne cherche un partenaire, un pays où les gens sont intègres, sérieux et travailleurs, je pense que le Burkina est un exemple qui n'est pas parfait, mais un exemple qui peut mettre en valeur une coopération sincère. Est-ce que vous avez des contacts avec l'internationale socialiste?
Oui, mais très peu de contacts. Nous pensons que là aussi les contacts viendront par la suite parce que, comme vous savez, notre révolution est une révolution qui est totalement indépendante. Nous n'avons pas de tuteurs, nous n'avons pas de parrains. C'est ce qui fait que les gens ne nous connaissent pas, nous aussi nous ne connaissons pas les gens. Nous connaissons les idées, mais nous ne connaissons pas les hommes. Bon, petit à petit, nous allons apprendre à connaître les hommes, peut-être qu'eux aussi vont apprendre à nous connaître. Mais c'est l'avantage et l'inconvénient de notre indépendance. Nous sommes tellement indépendants que nous n'avons pas de parrain. Mais nous sommes tellement indépendants que quand nous avons une difficulté, nous ne pouvons pas appeler quelqu'un. D'autres régimes sont là où les dirigeants ont beaucoup de relations dans le monde, peuvent téléphoner à quelqu'un à gauche, à droite pour poser un problème. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Qu'est-ce que vous pensez du travail de solidarité dans lequel s'engagent certains tiers-mondistes chez nous? Est-ce que c'est pas peut-être quelquefois nuisible quand les gens qui ne comprennent pas trop de l'Afrique viennent ici avec leurs idées? Absolument. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Il y a des gens qui viennent, qui commettent des erreurs et ce sont des échecs des échecs complets. Et il y a des échecs complets dus au fait que ceux qui viennent avec certainement de très bonnes intentions, n'ont pas su non plus comment aborder notre peuple. C'est-à-dire aussi que, au fond d'eux-mêmes, inconsciemment, ils sont porteurs d'un manque de respect des autres peuples. Parce que le respect, c'est d'abord bien connaître les autres et les respecter. Si je viens en Allemagne, eh bien, je vais respecter les traditions des Allemands. Sinon, je vais les choquer. Si je veux me comporter comme un Burkinabé et appliquer rien que les traditions du Burkina en Allemagne, je vais choquer les Allemands. Je vais les décevoir et le dialogue sera impossible. Par contre, je vais en Allemagne, bon, il y a la différence. Je suis burkinabé, vous êtes des Allemands, je ne vis pas comme vous, mais je respecte vos traditions. Et j'apprends à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Eh bien, je pourrais ainsi vous montrer quelle est la différence entre nous, mais comment nous pouvons enrichir la vision des hommes, des relations sociales. Mais vous avez besoin de l'aide? Il n'y a pas un pays qui n'ait pas besoin d'aide dans le monde. L'Allemagne a besoin d'aide. Le Burkina a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont vraiment la bonne volonté et qui veulent contribuer à un développement plus juste dans le tiers-monde? Bien, nous avons créé d'abord le bureau de suivi des ONG ici. Pour cela, nous sommes en train de créer aussi une structure qui va accueillir ceux qui, sur le plan international, vont choisir de venir travailler au Burkina. Pas tellement pour l'argent, parce qu'ailleurs on a plus d'argent qu'au Burkina, mais par un idéal. Bon, de faire œuvre utile, sentir qu'on est utile à des hommes. On tire des hommes de la misère, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Ce que nous leur conseillons, c'est d'abord chercher à connaître les autres, chercher à comprendre les autres. Bon, chercher à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les autres sont misérables. Et accepter le combat sincère. Il ne faut pas venir avec des utopies. C'est comme un mal que l'on doit soigner. Pour bien guérir le malade, le docteur a besoin qu'on lui dise la vérité sur toute la maladie. Si vous avez mal au ventre et vous faites croire que vous avez mal à la tête, le docteur ne pourra jamais vous guérir. Et si vous considérez que telle ou telle maladie est une maladie honteuse, vous allez dire autre chose, mais vous ne direz pas la vérité. Et le docteur ne pourra pas vous guérir, quelles que soient les compétences du docteur. Donc, il faut que le docteur aussi cherche à connaître le mal exact, le diagnostiquer. Nous avons ici des luttes, ce sont des rapports entre des réactionnaires et des révolutionnaires, entre le peuple et les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, ils sont au Burkina et ils sont à l'extérieur du Burkina. Si on accepte de poser le problème en ces termes, on vient ici pour lutter contre cela. Mais sinon, on vient comme une œuvre de charité, mais en refusant de dire qui sont les ennemis du peuple, quels sont ceux qui sont à la base de la misère, de la souffrance de notre peuple au Burkina et hors du Burkina. Et c'est ainsi que l'on voit des gens venir pour aider notre peuple, mais continuer eux-mêmes. Dans leur discours, ils disent qu'ils sont contre la colonisation, eux sont des blancs, mais ils ne sont pas d'accord avec les colonisateurs, ceux qui attrapaient nos parents pour les envoyer comme esclaves, etc. Ils disent cela, ils sont sincères.
Mais comme ils n'ont pas essayé de comprendre très objectivement quelles sont les causes de notre souffrance, eux-mêmes, ils deviennent les nouveaux négriers, les nouveaux agents de la traite des Noirs. Et ils se comportent comme tels ici, organisent les Noirs pour que les Noirs boivent Coca-Cola, organisent les Noirs pour que les Noirs deviennent plus soumis au capitalisme qui vous exploite là-bas dans vos pays. Alors, ce n'est pas bien. Il y a un fossé profond entre les cultures du Nord et du Sud. Est-ce qu'une compréhension, une vraie solidarité entre le noir et le blanc est même possible? Non seulement c'est possible, mais il faut qu'on en fasse vite pour que le fossé se comble. Nous avons créé ici ce que nous appelons l'Institut des peuples noirs. Institut qui n'est pas du tout raciste. Institut qui est que nous voulons que des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges viennent à cet institut-là pour contribuer, pour expliquer comment eux ils perçoivent le noir et comment on peut, quels sont tous les petits détails qui font qu'il y a des réflexes oppositionnels entre le noir et les autres. Comment on peut résoudre, on peut lever tous ces réflexes-là, jusque dans l'éducation des enfants, pour que l'enfant ne grandisse pas avec l'idée que le noir est un être méchant, mauvais, le diable. Il faut cela. Bon. Alors, nous voulons donc qu'il y ait ce dialogue des peuples, ce dialogue des races, ce dialogue des sociétés à l'Institut des peuples noirs. Parce que, prenez un couple blanc et noir. Quand vous trouvez un couple mixte, blanc et noir, ce sont des gens qui sont souvent malheureux. Ils sont malheureux en Europe parce qu'on ne les considère pas comme exactement des Européens. Ils sont malheureux en Afrique parce qu'on ne les considère pas comme exactement des Africains. Ils savent où aller. Ce n'est pas normal. Or, est-ce que nous voulons dire qu'il est interdit pour une femme blanche d'aimer un homme noir, qu'il est mauvais pour un homme blanc d'aimer une femme noire? Est-ce que cela est mauvais? Je ne crois pas. Et les enfants qui vont naître, ces métis-là, est-ce que ils sont condamnés d'un péché biblique ou quoi? Nous trouvons que ce n'est pas normal. Pour que tout cela devienne heureux, libre, de choisir leurs amis, leurs relations, leurs fiancés, leurs époux, leurs épouses, il faut que nous cherchions à comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base qui fait qu'il y a cette gêne. Il faut parler des choses franchement pour que les gens soient plus libres. Et je connais beaucoup d'amis blanches qui voulaient épouser des hommes noirs, des amis à moi, noirs comme moi. Ces femmes blanches voulaient bien les épouser, mais soit les parents de la femme blanche ont refusé, soit les amis africains ont dit à leurs copains de ne pas épouser la blanche. Il y a eu tout ça. Ce n'est pas normal. Et pourtant, je les ai connus, ils s'aimaient bien et c'était vraiment un couple extraordinaire. Alors, est-ce que c'est normal de briser un amour comme ça? Ce n'est pas normal. Et nous devons travailler, et nous sommes des responsables. Notre responsabilité, ce n'est pas seulement donner du pain et de l'eau et de la santé et de l'éducation aux gens, mais c'est également leur permettre de vivre leur vie pleinement jusqu'à leur relation. Si la musique allemande me plaît, je dois l'écouter, je dois être libre de l'écouter, de sentir cette musique et d'applaudir, de danser, etc. Si la musique africaine plaît à des Allemands, ils doivent pouvoir jouir de cette musique-là sans avoir honte, sans qu'on ne dise que ce sont des gens décadents ou quoi. Non, il faut qu'ils soient libres de choisir. Qu'est-ce que les Blancs pourraient apprendre de l'Afrique? Énormément. Ils pourraient apprendre tout ce qui n'est pas blanc, ils peuvent l'apprendre chez nous. Tout. Et vous voyez, il y a beaucoup à apprendre. Est-ce qu'il y a des choses que les Blancs ne pourront jamais comprendre? Non. Les Blancs sont des hommes. Ils peuvent tout comprendre.
Vous savez, on disait souvent aux Africains, non, vous les Africains, vous ne pouvez pas comprendre la musique classique de Beethoven, de Bach, ce sont des histoires. On a dit que les Blancs ne peuvent pas danser comme les Noirs. Ce sont des histoires, c'est pas vrai. S'il apprend, il saura le faire. Il faut apprendre. Vous-même, vous êtes à la fin aussi un produit du système scolaire français, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, il y a les influences à gauche, à droite. Vous donnez le mot d'ordre consommer burkinabé, mais quand même, vous avez besoin de la technologie sophistiquée. Comment est-ce que vous voyez votre propre identité? Nous voyons notre identité comme les résultats de toutes ces influences, mais comme un choix sélectif, comme une identité sélective de ce qu'il y a de meilleur dans toutes ces influences. Quand nous disons consommons burkinabé, nous ne disons pas non à ce qui vient de l'étranger. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous devons compter sur nos propres forces. Si nous avons des traditions qui sont décadentes, qui sont rétrogrades, au Burkina Faso, nous devons les balayer. Et nous avons des traditions qui ne sont pas du tout positives. S'il y a des traditions qui sont positives chez les autres, nous devons les prendre. Il faut avoir le courage de le faire. Mais l'assimiler et ne pas sentir cela comme une imposition. Nous avons donc, nous pensons donc que notre peuple évolue dans une civilisation avec d'autres civilisations. Et nous sommes persuadés que tôt ou tard, blancs et noirs, nord ou sud, est ou ouest, nous allons être dans une même civilisation. Mais chacun va venir avec sa cadence, son rythme, sa liberté de manœuvre. Il ne faut pas vouloir imposer aux autres d'avancer selon sa propre vision à soi. C'est tout. Mais nous allons nous rejoindre. Il y a 50 ans, excusez-moi, il y a 100 ans, il y a 50 ans, un Allemand n'aurait pas parlé à un Africain comme vous le faites avec moi. Déjà, nous comprenons sur beaucoup de choses. Les signes commencent à être à peu près les mêmes. On se comprend. Quand vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, vous retrouvez à peu près l'aéroport de Francfort, de Dakar, de Paris, de Londres. Vous savez qu'on doit passer là pour les formalités douanières, on doit passer ici pour les formalités de police, etc. etc. Tout cela, ce sont des symboles, ce sont des manières de vivre qui sont en train de s'harmoniser, mais sans que ce ne soit une imposition à notre peuple. Les Asiatiques mangent avec des baguettes, vous mangez avec des fourchettes, nous mangeons à la main, encore, comme vous d'ailleurs, vous mangez. Mais petit à petit, la main, la baguette et la fourchette vont se rejoindre et ça va donner je ne sais pas quel instrument. Mais à travers tout ce mixage, est-ce qu'on ne risque pas de perdre certaines choses, certaines valeurs? Nous perdrons des valeurs si nous imposons. Si le mixage se fait par la force, nous allons perdre. Par contre, s'il se fait de façon libre, il sera dynamique et nous prendrons ce qu'il y a de meilleur. Et ce que nous n'aurons pas retenu sera ce qu'il y aura de mauvais. Donc ce n'est pas une perte. Mais si c'est par la coercition, si c'est par la force, nous allons perdre. Certainement. Vous faites beaucoup pour la promotion de la culture. Il est quand même surprenant de voir un festival de films dans un pays qui compte parmi les plus pauvres du monde. Pourquoi l'organisation du festival du FESPACO ici à Ouaga? La culture est selon moi la meilleure façon, la meilleure voie pour qu'un peuple s'engage, se détermine dans quelque combat que ce soit. C'est par la culture. Par la culture, on n'a pas besoin d'imposer. La musique, la danse, la peinture, le cinéma, le dessin, la poterie, toutes les formes